Bien, bonjour les troisièmes. Nous poursuivons notre séquence sur comment convaincre, comment donner son avis. Et nous allons aujourd'hui parler du sujet de réflexion. Ce sujet, à l'écrit, comment faire pour donner son avis et pour convaincre à l'écrit et répondre à un sujet très précis, un sujet de réflexion. Alors, vous avez, comme je vous l'ai demandé sur Pronote, imprimé la leçon. Ça vous évitera de tout copier. J'ai moi-même tout copié. On utilisera des feutres fluo que vous avez à disposition ici, donc pour mettre en évidence les points importants de la leçon au fur et à mesure. Et nous allons tout d'abord nous intéresser à la première partie de cette leçon, les étapes du sujet de réflexion. Et puis, vous avez aussi imprimé la deuxième feuille sur laquelle il y a 13 sujets sur lesquels nous pourrons travailler au cours de notre séquence. Donc ici, nous allons d'abord nous intéresser aux 6 premiers sujets. Bien, lorsque l'on vous demande un sujet de réflexion, la première des choses, c'est bien évidemment d'analyser le sujet. Et analyser le sujet, c'est le comprendre et comprendre ce que l'on vous demande, la consigne. Depuis la 6e, on vous dit lisez les consignes, comprenez les consignes, c'est plus de la moitié des points qui vous est déjà acquise. Ici, on va donc voir les astuces et les trucs pour analyser un sujet. Première chose, on utilise des feutres fluo et on va surligner le thème dans le sujet. Donc dans notre sujet, on le lit attentivement et on surligne le thème. Le mot thème, nous l'avons expliqué dans notre leçon sur le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la préface. Et nous avons rappelé que le thème, c'est le sujet général sur lequel on est interrogé, sur lequel on s'interroge, un sujet général. Bien, ce thème, on doit le retrouver à l'intérieur du sujet. Vous avez eu des difficultés à trouver les thèmes dans les romans. Vous savez, c'était un des points de votre fiche de lecture. Les thèmes, un roman s'interroge sur des sujets en général. Et du coup, ici, le thème travaillé par exemple dans la planète des singes, ça va être la maltraitance animale, ça va être les voyages dans l'espace, ça va être la vie dans l'univers, etc. Une fois que l'on a trouvé le thème, on doit se poser une autre question très importante, c'est qu'est-ce que l'on me demande sur ce thème? Quelle est la question que l'on me pose? Si je ne réponds pas à la question que l'on m'a posée, alors je n'ai pas répondu au sujet, je suis ce que l'on appelle hors sujet et je ne peux pas avoir la moyenne. Ok, il existe 3 types de questions que l'on peut vous poser. Alors, 3 types de questions, on va les voir maintenant. D'abord la question que l'on appelle question fermée. On peut répondre par oui ou par non. Pensez-vous que oui, non. Et puis la question avec un choix entre 2 thèses. Pensez-vous que ceci ou pensez-vous que cela? Et puis, troisième possibilité, ce que l'on appelle une question ouverte, c'est-à-dire à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Que pensez-vous d'eux? Vous voyez bien, à que pensez-vous d'eux, je ne peux pas répondre oui ou non. Dans les 6 sujets, dans les 6 premiers sujets de votre feuille que vous avez imprimée, nous allons faire ce travail. Vous allez faire pause et le faire tout seul, le travail. Voilà ce que je vous demande de faire. Dans chacun des 6 sujets, surlignez, utilisez votre feutre fluo pour surligner le thème et pour surligner les mots-clés. Ce que l'on appelle les mots-clés, ce sont les mots qui marchent avec le thème et qui nous permettent de comprendre ce thème. Et puis ensuite, identifiez le type de questions posées. Donc avec votre feutre fluo, vous surlignez thème et questions posées dans chacun des 6 sujets. Et à côté, vous écrivez, si c'est une question fermée, une question avec un choix entre 2 thèses ou une question ouverte. Vous faites pause, bien sûr. Moi, je continue. Pour le premier sujet, le rôle de l'artiste est-il plutôt de nous aider à nous comprendre nous-mêmes ou de nous faire voir le monde autrement? Le thème ici, le sujet sur lequel on nous interroge, c'est le rôle de l'artiste. À quoi sert un artiste? Et dans ce sujet, la question qui m'est posée, elle me propose un choix entre 2 thèmes. C'est donc à ranger dans la deuxième catégorie, question avec un choix entre 2 thèses.
première thèse, le rôle de l'artiste est de nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Deuxième thèse proposée, le rôle de l'artiste est de nous aider à nous faire voir le monde autrement. Sujet numéro 2, pourquoi un lecteur peut-il apprécier un récit autobiographique? Alors ici, le thème de ce sujet, c'est la lecture, et plus précisément la lecture d'un récit autobiographique, car vous avez travaillé sur l'autobiographie cette année, donc vous êtes capable de répondre à cela. Ici, quel type de questions est-ce que l'on vous pose? Est-ce qu'on pourrait répondre par oui ou par non? Non, bien sûr. C'est donc ce que l'on appelle une question ouverte, avec donc un thème qui est la lecture des récits autobiographiques. Et la question est pourquoi est-ce qu'on peut l'apprécier? Sujet 3, pensez-vous que le progrès apporte le bonheur? Ici, dans ce sujet, le thème c'est le progrès et en lien avec le bonheur. On nous pose une question à laquelle on peut répondre oui ou non. C'est ce que l'on appelle une question fermée. Et j'ai mis en fluo ici le thème de ce sujet. 4e sujet, pourquoi est-il important d'avoir des amis? Alors, le thème ici de ce sujet, c'est l'amitié et l'importance de l'amitié. Et puis ici, on nous pose une question ouverte. Pourquoi est-il important d'avoir des amis? On doit pouvoir répondre à un certain nombre de raisons ici. Question sujet 5. Pensez-vous que pour réussir, il faut imiter les autres? Ici, c'est une question que l'on appelle fermée. Je peux répondre par oui ou par non. Le thème, c'est réussir sa vie en lien avec l'imitation. Et puis, enfin, quel rôle doit jouer l'écrivain à votre avis? C'est une question ouverte ici. Et on est sur le rôle de l'écrivain. Là, ici, on était un peu sur la même question, sauf que là, on nous proposait 2 thèses, alors qu'ici, c'est une question complètement ouverte. À vous de trouver les thèses. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire lorsqu'on a un sujet de réflexion, c'est analyser le sujet. Sur votre feuille de cours, vous mettez en fluo, s'il vous plaît, les mots importants. Analyser le sujet, repérer le thème et le type de questions posées, questions fermées, questions avec un choix entre 2 thèses, questions ouvertes. Vous utilisez votre leçon et vous en faites la vôtre. On continue, une fois qu'on a bien analysé le sujet, il va falloir chercher des réponses possibles. Et ce travail de chercher des réponses possibles, il se fait d'abord, en premier, dans sa tête. Parce qu'un sujet de réflexion, c'est bien quelque chose qui doit vous permettre de réfléchir. Et donc, dans notre tête, une fois que l'on a compris le thème, une fois que l'on a compris quelles questions on nous pose, eh bien, dans notre tête, on doit pouvoir commencer à répondre à ces questions-là. Trouver des idées. Une fois qu'on a commencé par réfléchir, dans la tête, on va réfléchir sur le brouillon. Et on arrive au troisièmement de notre premier grand point de notre leçon, construire une argumentation. Alors cela se fait au brouillon, mettez en fluo s'il vous plaît les mots importants, et au brouillon, je vais chercher mes arguments et mes exemples. Construire une argumentation, cela veut dire trouver des arguments, c'est-à-dire des raisons qui prouvent ce que je dis, et des exemples, c'est-à-dire des choses qui illustrent ce que je viens de dire, pour pouvoir convaincre au mieux et donner son avis. Alors, vous notez s'il vous plaît maintenant sur votre cahier la suite de cette leçon, ce que l'on va faire maintenant. Vous notez grand A. Nous allons commencer par travailler sur les sujets à questions fermées, oui ou non. Et puis en même temps, on travaillera sur les sujets qui nous proposent 2 thèses, pour ou contre, avantages, inconvénients. C'est un peu pareil, c'est la même chose que oui ou non finalement. Donc vous notez sur votre cahier, grand A,
les sujets à questions fermées ou qui proposent 2 thèses pour ou contre, avantages, inconvénients. Alors, première chose, il faut toujours étudier les 2 aspects de la question. Finalement, on ne vous demande que très rarement votre avis, ou vous n'allez donner votre avis que dans la conclusion. On vous demande toujours d'étudier les 2 aspects de la question, c'est-à-dire la thèse et la thèse adverse, toujours, d'accord ? Donc vous notez s'il vous plaît cela sur votre cahier. Il faut toujours étudier les 2 aspects de la question. Vous faites pause, bien sûr, si vous n'avez pas le temps, moi je continue. Donc on va commencer par bâtir un plan pour, contre. Voilà ce qui est écrit sur votre cahier. Grand A, les sujets à questions fermées ou qui proposent 2 thèses, pour ou contre ou avantage, inconvénient ou autre. Il faut toujours étudier les 2 aspects de la question. Et puis, à la ligne, vous écrivez, s'il vous plaît, bâtir un plan pour ou contre. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour bâtir un plan pour, contre ? Pour réussir un sujet de réflexion, il faut bien avoir en tête ce que l'on a dit tout à l'heure, qu'il faut toujours repérer le thème à traiter, et le jour du brevet, même si aujourd'hui cela n'est plus utile, mais le jour du brevet, il est toujours en rapport avec le texte étudié. Donc repérez le thème, repérez le problème, donc c'est la question qui vous est posée, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais maintenant, au brouillon, il va falloir qu'on utilise cela et qu'on commence à répondre. Alors, on va classer, si jamais on a du coup une question en oui, non, pour, contre, on va classer en 2 colonnes. On va fabriquer, on va construire sur notre cahier un tableau en 2 colonnes. Nous sur notre cahier, mais le jour du brevet ou le jour d'un examen au brouillon. Et puis, dans ces 2 colonnes, on va y noter tous les arguments d'un côté qui nous viennent à l'esprit dans la colonne pour, tous les arguments qui nous viennent à l'esprit dans la colonne contre. Ce sont les 2 grandes parties du devoir. Et puis dans chaque colonne, on va regarder et on va retrouver, choisir les 2 ou 3 idées les plus pertinentes, les plus intéressantes pour fabriquer nos sous-parties. Et puis ensuite, pour chaque grande idée, on essaie de trouver un exemple. Voilà comment ça doit se passer, un sujet de réflexion. Premièrement, je lis le sujet et je repère le thème et je comprends la question qui m'est posée. Si c'est une question fermée ou une question avec 2 thèses, je trace un grand trait sur ma feuille de brouillon. En 2 colonnes, je mets pour, je mets contre. Je cherche mes arguments dans chacune des 2 colonnes, puis j'essaye de ranger ces arguments, de les regrouper, puis j'essaye de trouver un exemple pour chaque. Voilà, pour chaque idée. C'est mon travail. Je le note, s'il vous plaît, sur mon cahier. Bâtir un plan pour contre, il faut toujours 2 points. Premièrement, repérer le thème et le problème posé. C'est ce que l'on a expliqué tout à l'heure. Deuxièmement, faire un tableau au brouillon, un tableau en 2 colonnes, une colonne pour, une colonne contre. Ces 2 colonnes formeront les grandes parties du devoir. Et puis, dans chaque colonne, repérer les 2 idées les plus pertinentes, les plus intéressantes. Cela formera mes sous-parties. Et puis, pour chaque idée, trouver un exemple. Cela est copié sur votre cahier. Faites pause, moi je continue. Et je continue avec un sujet sur lequel nous allons nous entraîner. C'est le sujet 7 qui est sur votre feuille de sujet. Je vous lis ce sujet. Sujet 7. On s'interroge régulièrement en France sur l'intérêt de porter l'uniforme à l'école. Certains y sont favorables, d'autres s'y opposent. Vous exposerez les arguments des 2 camps en vous appuyant sur votre expérience, vos lectures, votre culture personnelle
et les connaissances acquises au cours de votre scolarité. Alors, c'est un sujet assez classique. On a notre sujet. Première chose, qu'est-ce que l'on doit faire? Première chose, on doit repérer le thème et repérer la question posée. Allez-y, faites-le, mettez en fluo le thème et utilisez votre fluo pour mettre les mots-clés en évidence et écrivez dessous quel type de question on vous pose. Est-ce qu'il s'agit d'une question fermée, d'une question avec deux thèses ou d'une question ouverte? Alors, j'ai fait ce travail. L'uniforme à l'école, c'est bien le thème, c'est le sujet sur lequel on vous interroge. Et on vous demande de réfléchir à l'intérêt de porter un uniforme. Attention, ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'il y a deux camps et on vous demande d'exposer les arguments des deux camps. On est donc dans une question ici à deux thèses, pour ou contre. Sur votre brouillon, et nous sur notre cahier, nous allons construire un tableau en deux colonnes, pour et contre. Allez-y, vous reprenez votre cahier et vous construisez votre tableau. Une colonne pour, une colonne contre, je mets le titre au-dessus de mes colonnes. Maintenant, on va chercher des arguments pour remplir chacune des deux colonnes. Alors, il m'en faudra au moins 4 ou 5 dans chaque colonne, d'accord? On va chercher des arguments. Vous remarquez bien que on ne vous demande pas quel est votre avis. Pour l'instant, votre avis, ce n'est pas cela que l'on vous demande. On vous demande de réfléchir aux deux thèses, la thèse pour et la thèse contre. Quelqu'un qui commençait à répondre « je suis pour l'uniforme à l'école » ou bien « je suis contre » aurait hors sujet. Ce n'est pas la question ici. À la fin de votre devoir, vous pourrez éventuellement dire « pour ma part, à mon avis », mais ce n'est pas le sujet. On vous demande bien les arguments pour et les arguments contre. Je vous en propose un dans chaque. Évite les jalousies, c'est un argument pour, bah oui, si tout le monde est habillé de la même façon, cela évite les uns et les autres d'être jaloux des vêtements des autres. Et je trouve un argument contre, ben non, je suis contre, on peut être contre l'uniforme parce que ça nous fait perdre une partie de notre liberté. Ok. Vous allez me dire, mais c'est pas facile de trouver des arguments. Comment on fait pour trouver des arguments? Alors, pour trouver des arguments, il y a des trucs. Il y a des astuces qu'il faut connaître. On va les voir maintenant. Donc, c'est sur votre feuille de leçon. Regardez votre feuille de leçon. C'est la deuxième partie de votre feuille de leçon qui est intitulée justement « Pour trouver des arguments ». Alors, prenez votre surligneur et vous allez mettre au fur et à mesure dans cette leçon les points en évidence, les points importants. Alors voilà les astuces pour trouver les arguments. Premièrement, pour trouver les arguments, je peux imaginer ce que diraient des personnes différentes de moi. Ça n'est pas toujours intéressant de se centrer sur soi, il faut s'ouvrir sur les autres. Que dirait un professeur de français et un professeur de sciences? Que dirait une personne âgée, un enfant, un adolescent? Donc essayez de réfléchir à des âges différents. Que diraient des personnes de classes sociales différentes ou de métiers, de professions différentes? Que dirait sur ce sujet un avocat et que dirait sur ce sujet un mécanicien? Des personnes de pays différents. Que diraient des personnes de pays pauvres? Que diraient des personnes de pays riches? Que diraient des personnes de pays où il fait chaud, des pays où il fait froid? Ou bien alors, que dirait un habitant des villes ou un habitant des campagnes, un homme, une femme? Vous voyez que l'important, c'est se mettre à la place des autres et essayer de vous dire, qui pense quoi? Qu'est-ce qu'elle dirait, ma grand-mère? Qu'est-ce qu'elle dirait? Essayez de vous obliger à réfléchir à ce que les autres peuvent penser.
Deuxième astuce pour trouver des arguments, on peut imaginer l'argument inverse de celui que l'on vient de trouver. Par exemple, tout à l'heure j'ai proposé un argument, c'était l'uniforme évite les jalousies. Bon, je peux dire oui, d'accord, mais c'est un peu facile de dire ça parce que finalement, les jalousies, elles se retrouveront tout de même sur d'autres points. Donc, ce n'est pas parce qu'il y aura l'uniforme que cela évitera toutes les jalousies. Vous voyez, je peux prendre un argument et puis me dire, et est-ce que l'inverse marche aussi? Imaginez donc l'argument inverse de celui que je viens de trouver. Puis, troisième astuce, pour pouvoir trouver des arguments dans un sujet, je peux partir d'un exemple concret et me demander quel argument illustrerait cet exemple. Je peux partir d'un exemple concret sur mon histoire d'uniforme, ça peut être, est-ce que je connais par exemple un pays dans lequel les enfants portent l'uniforme à l'école? Oui, bon, je suis allée en Angleterre et j'ai vu que les enfants portaient l'uniforme à l'école. Ok, à quoi cela sert-il dans ce pays-là? Pourquoi est-ce que ce pays-là a décidé de mettre un uniforme? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je vais partir d'un film, d'un livre. Allez, je prends par exemple Harry Potter. Dans Harry Potter, chaque élève de chaque maison a des uniformes différents. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif dans Harry Potter, les uniformes? C'est plutôt positif. Pourquoi est-ce que c'est positif? Je dirais chaque élève a le sentiment d'appartenir à un groupe. C'est positif parce que ça leur donne le sentiment d'être vraiment appartenir à cette maison-là, à Gryffondor, et donc le fait d'être appartenir à un groupe, ça c'est plutôt positif. Voilà un argument qui peut être en faveur de l'uniforme. Ça peut être, tiens, moi je mets, alors c'est pas un uniforme, mais ça ressemble, je mets une espèce d'uniforme lorsque je suis dans mon club de sport. À quoi ça sert? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Voilà, par exemple, ceux qui ont lu dans les livres que j'avais proposés, il y avait Le meilleur des mondes, où il y avait Fahrenheit 451. Dans ces livres-là, les hommes et les femmes sont tous habillés de la même façon, portent des uniformes. Alors, c'est pas l'école, mais même les enfants, de la même façon, portent des uniformes. Ils sont tous habillés pareil. Pourquoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Dans ces romans-là, il est plutôt question de dictature. C'est donc plutôt négatif. Ah oui, et pourquoi? Être tous pareils, tous identiques, une pensée unique, oui, ça ressemble à de la dictature. Vous voyez que le fait de réfléchir à des exemples concrets me permet de trouver des arguments. Donc, voilà les astuces que l'on peut utiliser pour trouver des arguments. Donc, à vous, maintenant, de repartir, de revenir dans votre tableau, de faire pause et avec votre crayon à papier, de trouver un maximum d'arguments pour et un maximum d'arguments contre. Vous faites pause, moi je continue. Alors j'ai fait le travail de mon côté et j'ai trouvé des arguments pour. Je suis pour ou on peut être pour l'uniforme à l'école parce que cela évite les jalousies. Tout le monde est habillé pareil, on n'est pas jaloux. Cela exclut les tenues non appropriées. Il y a peut-être des élèves qui viendraient avec des habits trop posés, trop excentriques, trop déchirés, et ça donne une mauvaise image. Cela limite les discriminations. Il y a des vêtements qui sont chers avec des marques, d'autres moins, et on peut faire des discriminations sociales avec les vêtements. Le fait de porter un uniforme limite les discriminations. Un autre argument qui pourrait être, ça fait gagner du temps le matin. J'ai réfléchi concrètement, je passe beaucoup de temps à réfléchir le matin comment je m'habille. Si jamais je dois m'habiller tout le temps pareil, ça va plus vite. C'est économique. Il y a moins de vêtements à acheter et on n'est pas obligé d'acheter 50 pantalons en fonction des modes. C'est toujours le même et il peut resservir d'un enfant à l'autre dans la famille, quelles que soient les générations.
certains qui sont pour disent ça permet de revenir sur quelque chose de plus ordonné, un retour à l'ordre. L'uniforme, c'est aussi utilisé dans l'armée, ça symbolise un retour à l'ordre et donc dans un établissement scolaire, ça peut être intéressant. Et ça va avec l'argument suivant, ça permet de se concentrer sur l'essentiel, le travail scolaire. Quand on est organisé, ordonné, on travaille mieux. Ça permet aussi, dans des endroits peut-être un peu où il y a des risques, de reconnaître très vite des intrus à l'établissement qui ne sont pas habillés de la même façon. Et puis, ça peut nous donner, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, un sentiment d'appartenance à une communauté, à une équipe. Vous voyez que j'ai mis pêle-mêle dans ma colonne tous les arguments que j'ai trouvés pour l'uniforme à l'école. Je n'ai pas dit mon avis, j'ai réfléchi à ce que disent les gens qui sont pour. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Les arguments contre. Que disent les gens qui sont contre ou que pourraient-ils dire? Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la perte d'une partie de notre liberté. Moi, j'ai envie de m'habiller comme je veux, c'est ma liberté, je n'ai pas envie qu'on m'impose. En tout cas, on nous disait que c'était moins cher dans les arguments pour. Ok, je peux trouver l'argument inverse. Si jamais c'est pas fourni par l'école, ce sont des pièces de vêtements qui sont obligatoirement achetées et donc au contraire, c'est une dépense supplémentaire. Encore une fois, l'argument inverse, on disait que ça évitait les discriminations sociales dans les arguments pour, je peux dire l'inverse, c'est hypocrite parce que finalement un pauvre, un riche reste pauvre et reste riche malgré l'uniforme. Et donc du coup, toutes ces inégalités réapparaîtront dans les accessoires, dans la voiture des parents pour venir nous chercher à l'école, etc. Autre argument contre, nous habiller, ça nous permet aussi de montrer une personnalité. L'adolescence, c'est le moment où on forge sa personnalité et sans doute, ça n'est pas facile et mon vêtement me permet de forger ma personnalité et l'affirmation et affirmer ce que je suis, qui je suis. Et donc du coup, c'est un argument contre qu'il faut pouvoir s'habiller comme on veut et montrer par là sa propre personnalité. Avoir un uniforme, ça uniformise justement. Et dans une société dans laquelle tout le monde serait pareil, ce serait bien triste si on était tous identiques. Hein. Et une société dans laquelle on veut à tout prix que tout le monde soit identique, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est souvent une société totalitaire, une dictature. Et puis, une autre idée, le déplacement de la discrimination sur d'autres éléments, par exemple le physique. Tout à l'heure, on avait dit socialement, mais aussi physique. D'accord, on ne se moquera pas de lui parce qu'il aura un pantalon qui n'est pas de la bonne marque, mais on se moquera de lui parce qu'il est trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop vert, trop... J'ai donc mon tableau sous les yeux. J'y ai mis le maximum de choses. Tous les arguments qui me sont venus à l'esprit, et je le répète, pas n'importe comment. J'ai des arguments parce que je me suis mis à la place d'autres personnes que moi. Parce que moi, toute seule, je n'ai pas assez d'idées. J'ai besoin de réfléchir. Que diraient les autres? Voilà. J'ai besoin de ça. Et c'est important de savoir penser et de savoir réfléchir à ce que diraient les autres. Donc, on a trouvé nos arguments. Je reviens maintenant sur mon sujet. On a organisé donc nos deux colonnes, on a nos deux grandes parties. Dans chacune de nos deux grandes parties, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit ensuite on essaye de faire des sous-parties. Ça n'est pas obligatoire, c'est difficile de faire des sous-parties. Mais là, comme on le fait ensemble, on va pouvoir y arriver sans doute. Je reprends mon tableau. Et je me dis, si je regarde bien ici, il y a je vais regarder ma première colonne, je vais pouvoir regrouper en fait certains arguments. Il y a des arguments qui vont vers cela est rassurant. Donc, par exemple, l'identification des intrus dans l'établissement, ça rassure.
d'avoir un uniforme, du coup c'est rassurant. L'ordre, c'est rassurant. Appartenir à une équipe, c'est rassurant. Et puis d'autres qui vont plutôt dans l'idée de un uniforme, ça met tout le monde à égalité, évite les jalousies, limite des discriminations. Ben, j'ai trouvé en fait finalement mes deux grandes parties. Il va y avoir des arguments qui sont l'uniforme à l'école, c'est bien parce que ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et puis l'uniforme à l'école, c'est bien parce que c'est rassurant. Et chacun de mes arguments que j'ai trouvés tout à l'heure, je vais pouvoir les ranger dans ma sous-partie. Vous voyez que j'ai mis ici, j'ai utilisé des couleurs pour retrouver les sous-parties. Je fais la même chose avec ma colonne, ici, ma colonne de droite, contre. Et si je relis tous mes arguments, je ne vais pas le faire puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure, mais si je relis tous mes arguments, je vais voir qu'il y a certains arguments qui tournent autour de finalement, ça n'est pas, c'est des arguments qui sont plutôt contre, hein, ça ne limite pas, ça n'est pas égalitaire, au contraire, hein, et puis d'autres qui sont sans doute, moi à mes yeux, plus importants, c'est sur la liberté. Ça tue la liberté. Quel est le mot que l'on peut utiliser pour dire ça tue la liberté? On en a vu des mots comme ça en début d'année, rappelez-vous. Et ça tue la liberté, c'est un liberticide. Ok, donc voilà mes arguments. Je peux les ranger en ça sert à rien. L'uniforme à l'école n'est pas utile, ce n'est pas positif. Je suis contre parce que ça tue la liberté. Et puis je suis contre aussi parce que c'est inefficace pour lutter contre les discriminations. Et je vais ranger, là encore, mes arguments à l'intérieur de mes sous-parties. Donc vous voyez que là, on dessine un plan finalement. Grand 1, les arguments de ceux qui sont pour. Grand A, on peut être pour parce que c'est égalitaire. Grand B, on peut être pour parce que c'est rassurant. Je saute 2 lignes. Grande deuxième partie, les arguments de ceux qui sont contre. Grand 1, on peut être contre parce que c'est liberticide. Grand B, on peut être contre parce que c'est inefficace pour lutter contre les discriminations. On est toujours au brouillon, vous avez vu. Alors sur votre brouillon, vous pouvez faire comme moi, utiliser des couleurs, ou bien souligner les uns, mettre des vagues sous les autres, ou bien hachurer, enfin retrouver vos sous-parties à l'intérieur de vos grandes parties. Mais je le dis encore une fois, là, c'est difficile. On continue parce qu'on n'a pas fini le travail sur le brouillon. Une fois que l'on a fait ça, il va falloir trouver des exemples pour chaque idée. Des exemples, c'est des façons de bien faire comprendre notre idée. On choisit un exemple précis, concret, pour illustrer l'argument que l'on vient de donner. Alors là encore, pour trouver des exemples, il y a, alors c'est votre leçon, hein, vous l'avez, hein, c'est le suivant. On avait pour trouver des arguments ici, et on a pour trouver des exemples. D'accord ? Donc là encore, avec votre fluo, on va mettre en relief les mots importants. Là encore, pour trouver des exemples, il y a des astuces. Alors d'abord, il faut bien avoir à l'esprit qu'un exemple, ça doit être précis, concret. Rappelez-vous Victor Hugo, son exemple, il était même daté du 5 mars, d'accord ? Et il donnait le lieu à Saint-Paul. Donc nous aussi, nos exemples doivent être précis et concrets. On peut trouver des exemples dans notre vie personnelle, dans nos expériences. Par exemple, je suis allée en Angleterre et c'est un pays dans lequel j'ai vu, ou bien, par exemple, je fais telle activité sportive et au cours de mon activité sportive, je porte un uniforme et c'est positif. Ça me donne l'impression d'appartenir à une communauté. Je peux choisir un exemple dans un roman, un conte, un poème, un film. Alors, tout à l'heure, c'est ce que l'on a fait. Par exemple, dans Harry Potter, les enfants, les élèves portent des uniformes, d'accord ?
Par exemple, dans Le meilleur des mondes que j'ai lu d'Aldous Huxley, les individus dans cette société sont tous vêtus d'uniformes identiques selon leur classe sociale. Bien évidemment, si je parle d'un roman, d'un conte, d'un poème, d'un film, je le cite. J'essaye de donner le titre et le nom de l'auteur. J'essaye d'être le plus précis et concret possible. Je peux prendre mes exemples dans l'histoire. Je peux prendre mes exemples, alors je sais pas moi, dans la guerre, l'armée avec des uniformes. Je peux prendre mes exemples dans la nature. Là ici, pour l'uniforme, ça ne me vient pas, mais quelquefois, la nature nous donne des exemples intéressants. Je peux prendre des exemples dans la science. Autre possibilité, toujours très utile, je peux prendre des exemples dans l'actualité, dans les faits divers, dans les médias. Là, à la télévision, j'ai vu un documentaire, j'ai vu un reportage, je l'utilise. Rappelez-vous que vous êtes corrigé par un professeur et qu'un professeur de français aime la littérature. Et que si bien sûr vous trouvez des exemples dans un livre, c'est toujours apprécié. Et si vous êtes capable de citer le nom de l'auteur, alors là, c'est 4 points rajoutés. Dans le brevet, mais bon, là, ça n'est pas très utile, mais le jour du brevet, le sujet de réflexion était toujours en lien avec le texte que l'on avait étudié en première partie, donc on pouvait prendre un exemple dans le texte lui-même. Ça nous faisait un exemple littéraire, bien sûr. D'accord ? Voilà. Donc, pour trouver des exemples, on doit se servir de ce que l'on connaît et on doit être précis et concret. Toujours. Je reprends mon sujet. Vous avez sur votre cahier 2 colonnes avec vos arguments. Ces arguments sont classés, sont rangés. Voilà ce que je vous demande, c'est de vous entraîner. Entraînez-vous. Rédigez au moins une sous-partie de ce devoir. Vous pouvez vous inspirer de Victor Hugo et commencer votre sous-partie par « Ceux qui pensent l'uniforme nécessaire disent que », si vous avez choisi une sous-partie dans les arguments pour. Ou bien « Ceux qui sont contre l'uniforme disent que », et choisir une sous-partie. Vous pouvez rédiger plusieurs sous-parties, une dans chaque colonne, à vous de voir. Donc la prochaine fois, nous retravaillerons là-dessus. Donc vous avez cette heure-ci plus l'heure suivante. Je ne vous donnerai rien d'autre à faire que ce travail de rédaction et nous reviendrons là-dessus sur la correction de ce travail et nous continuerons la prochaine fois. Au revoir à tous.